Bonjour. Chers membres du jury, chers participants, chers collègues et étudiants, cher professeur Gervais. Bonjour et bienvenue à cette troisième double édition du concours interne Ma thèse en 180 secondes, 3-Minute Thesis. Une nouveauté cette année, nous sommes en direct sur Facebook Live. J'en profite donc pour saluer les gens qui nous écoutent via le web. Pour la troisième fois, les candidats au doctorat de Polytechnique ont le choix de présenter leur sujet de recherche en français ou en anglais, et ce à l'intérieur de 3 petites minutes. Un participant osera même convaincre le jury et l'auditoire 2 fois plutôt qu'une en livrant son exposé dans les 2 langues. Nous accueillons aujourd'hui 10 participants. Pour la petite histoire, le concept du 3-Minute Thesis a été développé en Australie par l'University of Queensland en 2008. La compétition s'est rapidement répandue pour être adoptée dans plus de 170 universités réparties dans 18 pays. Au Québec, l'ACFAS a adopté le concours en français pour Ma thèse en 180 secondes, qui en est cette année à sa 6e édition. Le concours en français se décline en 3 étapes. Le concours interne d'aujourd'hui qui permet de nommer un gagnant ou une gagnante pour représenter Polytechnique à la finale nationale. La finale nationale aura lieu au congrès de l'ACFAS en mai prochain à l'Université McGill et la finale internationale aura lieu à l'automne 2017 à Liège, en Belgique. Cette année, Polytechnique tentera de récupérer son titre lors de la finale nationale. Polytechnique a souvent remporté les honneurs lors de ce concours. En effet, en 2015, nous avions remporté le premier prix à la finale nationale grâce à la brillante performance d'Odile Beckmans, alors au doctorat en génie chimique, sous la supervision du professeur Jamal Chaouki. Nous avions aussi remporté le premier prix à la finale nationale en 2014 grâce à Sami Hached, alors candidat au doctorat en génie électrique, sous la supervision du professeur Mohamed Sawad. De plus, nous avions aussi également remporté le premier prix à la finale nationale lors de la première édition du concours en 2012, grâce à Viviane Lalande, alors finissante à la maîtrise du laboratoire de nanorobotique du professeur que vous connaissez, Sylvain Martel, surnommé le Seigneur des nanos. J'en profite pour les féliciter à nouveau et je leur souhaite du succès dans les prochaines étapes. As you can see, there is plenty of pressure on the Franco side. The English competition is organized by the Canadian Association for Graduate Studies, and as for the French edition, there are 3 stages. The first one is today's internal competition. Next, there are 3 regional competitions, Western, Eastern, and Ontario. And for the final, videos of the regional finalist presentation will be posted on the CAGS website. This year, the lead guitarist of the Canadian rock band Tragically Hip, Bob Baker, 2 CBC's radio producers, and the founder of one of Ontario's first wind power companies, Jan Baines, joined forces to judge Canada's 3MT competition. Like you, I'm over-eager to hear our students from various engineering specialties put their heart into defending the broad outline of their research by means of, and this is the biggest challenge, a 3-minute pitch that's clear, concise, and convincing. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une tribune extraordinaire pour démontrer la vitalité de la recherche à Polytechnique. En plus de séduire les membres du jury et le public avec leurs exposés, j'espère que les candidats réussiront aussi à encourager quelques étudiants du baccalauréat et la maîtrise à suivre leurs traces aux études supérieures. Chers participants, je vous souhaite la meilleure des chances dans la présentation de votre exposé et du succès auprès des juges et aussi du public. Je termine en adressant mes plus sincères remerciements aux membres du jury, juste ici devant, donc, pour leur temps précieux et leur collaboration. Je vous les présente. Donc, d'abord, cette année, nous accueillons 2 nouveaux juges cette année. Marie-Claude Perrault, qui est chargée de cours au Centre d'études complémentaires, et
correspondante HPR en génie électrique et génie physique. Thomas Baps, professeur adjoint au département des génies civils, géologiques et des mines, qui se joignent à un membre de jury d'expérience, Jason Robert Tavares, professeur agrégé au département de génie chimique, qui est en est à sa 3e participation. Donc, merci beaucoup, Jason. Et on a aussi Marianne Corniou, journaliste à Québec Science, qui en est à sa 4e participation, et Philippe Mercure, diplômé de génie physique de Polytechnique et journaliste à la presse, qui se joint à nous pour la 5e fois. Merci beaucoup pour votre présence. Bon courage, le travail d'évaluation ne sera pas facile, on l'espère. Je souhaite de beaux coups de cœur aussi, donc vous allez voir ça tout de suite après. Merci à l'auditoire d'être venu les encourager. Donc, chaque année, il y a de plus en plus de monde, c'est vraiment intéressant. Je cède maintenant la parole à Thomas Gervais, professeur agrégé au département de génie physique, qui agira comme maître de cérémonie. Il vous expliquera le déroulement et les consignes du concours, le tout en prêchant par l'exemple, ce que je n'ai pas fait. Dans un discours de 180 secondes, top chrono. Thomas, la parole est à toi. Chers membres de la communauté de Polytechnique, distingués invités de notre jury, amis de Poly qui nous suivez en direct sur Facebook, bienvenue à ma thèse en 180 secondes. Cette année encore, de courageux étudiants au doctorat vont devant vous tenter l'impossible, résumer leurs complexes travaux de thèse en 3 minutes. Oui, 180 minuscules secondes pour décrire les problèmes complexes qui les hantent jour et nuit, les idées ingénieuses qu'ils ont eues et l'impact que leurs travaux aura peut-être un jour sur vous et moi. Pour ce faire, nos concurrents auront droit qu'aux éléments présents derrière moi dans l'encadré 1. Un micro, quelques notes personnelles et une diapositive dépourvue d'animation telle que celle-ci qui m'accompagne fidèlement depuis maintenant 6 ans. Remarquez qu'aucun de nos candidats n'est actuellement déguisé en système de guidage de cathéter, merci Viviane pour l'exemple, en bouilloire à charbon, merci Odile, ou encore, avec plus d'imagination, en dispositif médical implantable pour le contrôle de sphincter urinaire par téléphone intelligent. Merci Samy, les déguisements sont interdits. Le déroulement des présentations se fera tel qu'illustré derrière moi dans l'encadré 2. Les participants seront d'abord appelés à l'avant, présentés, puis ils attendront le signal pour commencer leur soutenance. Leur présentation sera scrupuleusement minutée par notre co-organisatrice du concours, Mme Sandra Brouillette. À la fin des 180 secondes, les étudiants n'ayant pas complété leur soutenance se feront brutalement interrompre par le son d'une cloche. Ils devront alors arrêter immédiatement leur exposé sous peine d'être disqualifiés. This year again, we will have presentations in both French and English. Our bilingual jury will face the difficult challenge of identifying the 3 best talks in both languages based on the following criteria. Comprehension, was the content of the oration easy to understand? Engagement, did the speaker convey his or her enthusiasm for research? And communication, was the presentation well-structured and the language of high quality? The 3 best talks in both languages will be awarded cash prizes of $500, $250, and $150. The winner of the French-speaking section will automatically represent Polytechnique at the 85th Congrès de l'ACFAS at McGill University, while the winner of the English competition will go to the University of New Brunswick to represent Poly in the contest of the Canadian Association for Graduate Studies. And you, dear public, stay alert, for you will also have to exert your judgment by choosing your 2 favorite presentations, one in each language. The 2 most popular speakers will be awarded the prize of the public, a special cash award worth an extra $250 for the winner. Alors voilà, my time is almost up, en espérant que vous allez apprécier l'expérience, et ce, jusqu'à la dernière seconde. Ça fait 6 ans que je fais ça et c'est toujours aussi stressant, je dois vous dire. Vraiment, ça demande beaucoup de préparation. C'est vraiment du théâtre. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir maintenant nos concurrents, commençant par la section francophone d'abord. Alors, sans plus tarder,
j'aimerais accueillir M. Mathieu Lapointe et je vais mentionner pour chaque participant le titre officiel de la thèse pour que vous puissiez voir à quel point les sujets sont complexes et à quel point le défi de vulgarisation est élevé. Alors, pour Mathieu, le titre long de sa thèse est « Évaluation morphologique de flocs lestés, la deuxième fonction du papier hygiénique ». Son directeur de recherche est le professeur Benoît Barbeau, ça s'en vient, et sa spécialité est le génie civil. Alors, on attend le chronomètre. Il faut repartir Windows au complet, c'est ça? Non? À votre avis, combien de fonctions possède votre papier hygiénique? Il y a la première fonction que vous connaissez déjà, du moins j'espère, mais aussi la deuxième fonction que vous connaissez un peu moins, mais qui se cache sur ma diapositive ici. Et j'attire votre attention en fait sur les longs filaments qui sont en fait des fibres de cellulose et qui constituent en majeure partie le bon vieux papier hygiénique. Forcément, ces fibres-là se retrouvent dans les eaux usées à traiter et vous n'êtes pas sans savoir non plus que le contenu de votre chasse d'eau détient un certain nombre de contaminants. C'est pourquoi on doit traiter l'eau usée avant son rejet vers l'environnement. Et justement, c'est là que naît la fameuse deuxième fonction de votre papier de toilette. Donc, afin d'améliorer l'enlèvement des contaminants dans les eaux usées, on doit dans un premier temps les agglomérer en ce que j'appellerais des méga-contaminants. Et justement, ces fibres de cellulose-là se comportent comme des structures liantes entre les composés organiques toxiques et ou micro-organismes pathogènes, par exemple. Donc, elles ont un effet de pontage entre les divers contaminants. Et grâce à ce phénomène de pontage, on peut significativement augmenter leur taille d'un facteur 100 à 1000 environ. Et désormais, ce genre de contaminant-là, très gros, sera en mesure de chuter par lui-même, comme un grand garçon, au fond d'un bassin de traitement. Et c'est là le sujet de ma thèse. Améliorer l'enlèvement des contaminants par séparation gravitationnelle. Mais attention, parce que plusieurs options existent. Il y a le papier de toilette ultra doux et soyeux pour un travail tout en confort. Mais aussi le papier double couche suprarésistant pour un travail d'ampleur, je dirais. Ou le mauvais entre-deux, papier ultra rugueux et assez mince, comme celui de Polytechnique. Dans tous les cas, aucune importance pour mon doctorat. L'important, c'est la concentration des fibres de cellulose dans les eaux usées à traiter. Plus il y en a, plus on peut lier les contaminants entre eux. Donc, le dicton « plus on est de fou, plus on rit » se transforme, plus on a de fibres et plus on lie les contaminants, bien sûr. Mais on peut toujours optimiser encore un peu plus et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'augmenter votre consommation de papier hygiénique d'environ 20 %. Dans un premier temps, pour me donner des données plus probantes pour mon doctorat. Mais dans un deuxième temps, et surtout dans un deuxième temps, améliorer l'efficacité de pontage entre les contaminants. Donc, en terminant, j'oserais dire, pour le bien de l'environnement, bien sûr, n'hésitez pas à avoir recours à la première fonction du papier hygiénique afin d'en optimiser la deuxième, soit l'amélioration du traitement des eaux usées par pontage de contaminants. Merci de votre attention. Merci. Alors, nous allons laisser quelques secondes aux membres du jury pour prendre des notes. J'accueillerai pendant ce temps notre participante numéro 2, Mme Evelyne Doré. Le titre long de sa thèse est, le titre de sa thèse est, de sa présentation, « Quelle concentration de plomb dans le sang des enfants ?» Les directeurs sont Michel Prévost et la spécialité génie civil. Quand vous êtes prête. Les résidents de la ville de Flint, au Michigan, ne peuvent pas boire leur eau potable depuis plus de 3 ans. À Baltimore, les élèves d'une école reçoivent de l'eau en bouteille parce que l'eau de leur école ne répond pas aux normes fédérales. En 2016, à Montréal, une école a dû reporter la rentrée scolaire en raison de travaux sur la plomberie et donner de l'eau en bouteille à ses élèves. Le coupable dans tous ces cas, c'est le plomb qu'on retrouve dans l'eau du robinet. Mais pourquoi est-ce que le plomb nous inquiète tant? En fait, c'est parce que c'est un contaminant qui s'accumule dans l'organisme, peut causer des troubles neurologiques chez les jeunes enfants et parce qu'il n'y a pas de seuil où l'exposition serait sans danger selon l'OMS. Donc, l'objectif
dans mes recherches, c'est de diminuer l'exposition au plomb par la consommation d'eau potable au domicile et dans un grand bâtiment. On sait qu'au Canada, la consommation d'eau potable demeure la source d'exposition au plomb la plus importante. Donc, la quantification de l'exposition se fait à l'aide de modèles biocinétiques. En fait, c'est une série de calculs qui nous permet de savoir ça va être quoi la concentration de plomb dans le sang d'un enfant en fonction de la concentration de plomb dans son environnement. Donc, puisqu'on boit de l'eau dans les grands bâtiments, il fallait mesurer cette exposition-là. Malheureusement, les protocoles réglementaires vont surtout mesurer le pire scénario, c'est-à-dire après que l'eau est stagnée toute une nuit puis qu'elle se soit chargée en plomb à l'intérieur des tuyaux. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Parfois, on va boire de l'eau après quelqu'un. Parfois, ça va faire 30 minutes que l'eau est stagnée. Donc, le protocole réglementaire ne nous permet pas de bien quantifier l'exposition. J'ai donc échantillonné l'eau de grands bâtiments en utilisant un protocole d'échantillonnage maison qui nous permet de capturer cette variabilité-là et de savoir si le fait de laisser couler l'eau va vraiment diminuer notre exposition au plomb. Mais vu qu'on boit aussi de l'eau au domicile, il fallait quantifier cette exposition-là aussi. On a donc construit un montage pilote fait d'entrée de service de plomb et de cuivre au laboratoire. Au laboratoire, on a donc pu tester différentes conditions, mais aussi différentes mesures de mitigation, comme des traitements de contrôle de la corrosion. Puis puisqu'on était au laboratoire, on ne risquait pas d'empoisonner personne si nos traitements de contrôle ne fonctionnaient pas. Donc, les données qu'on a obtenues dans les grands bâtiments et qu'on a obtenues au laboratoire en mesurant la concentration de plomb dans les entrées de service ont été utilisées dans notre modèle biocinétique afin de pouvoir déterminer l'exposition au plomb des enfants par la consommation d'eau dans un grand bâtiment et dans l'école. Donc, en fait, ce que je veux, c'est qu'on diminue l'exposition des enfants au plomb. Mais je veux surtout savoir où est-ce qu'on devrait mettre nos efforts et où est-ce qu'on va avoir le plus d'effet sur la population pour diminuer l'exposition. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'on exploite le plein potentiel des enfants. Mais pour ça, il faut qu'ils soient le moins exposés possible au plomb pour avoir plein de petits génies plus tard. Merci beaucoup, Evelyne. J'aimerais accueillir le troisième participant pendant que nos jurys délibèrent. Alors, il s'agit de M. Geoffrey Lonca. Et sa spécialité est le génie industriel. Ses directeurs de recherche sont Manuele Marni et Sophie Bernard. Et le titre long de sa thèse, qui est en fait vraiment court, est « Évaluer la circularité ». OK. À votre avis, quelle est la différence entre un cow-boy et un astronaute, à part les costumes? Eh bien, c'est avant tout l'environnement dans lequel ils évoluent. En fait, le cow-boy, lui, évolue au milieu de grandes plaines qui s'étendent à perte de vue. Et pour lui, les ressources qu'il utilise peuvent être extraites de manière abusive, et cela lui apportera richesse et fortune. Sauf que l'astronaute, lui, dans sa navette, a conscience de la finitude des ressources dont il dispose. Il est donc conscient qu'il doit faire une utilisation qui s'inscrit dans une boucle régénérative et suffisamment efficace pour se perpétuer dans le temps. En fait, cette image du cow-boy et de l'astronaute, certains économistes s'en inspirent déjà depuis longtemps pour appuyer l'idée d'appliquer une circularité dans notre utilisation des ressources, et ce, à l'échelle de notre économie. C'est ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire. En fait, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place déjà depuis longtemps, sans jamais y parvenir. Alors pourquoi cela? Eh bien maintenant, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui nous différencie, nous, d'un astronaute, à part les diplômes? Eh bien, c'est avant tout la navette, la taille de la navette dans laquelle on embarque. En fait, cette différence est cruciale parce qu'elle affecte directement notre capacité à distinguer ce qui est circulaire de ce qui ne l'est pas. En fait, si l'astronaute décide de se la jouer cow-boy dans sa navette, il va en payer très vite les conséquences. Alors que nous disposons d'une planète entière en termes de ressources matérielles. Et que donc, on ne se rend pas directement compte du dépassement des limites planétaires. À tel point qu'on estime maintenant que nous consommons l'équivalent de 3 planètes, c'est-à-dire 3 fois ce que la planète est capable de supporter. En fait, on se rend compte que c'est un problème de perception. Et en fait, c'est également un problème de capteurs. On ne dispose pas des bons capteurs. Mon travail est donc de nous mettre à disposition les bons capteurs pour évaluer non pas ce qui distingue un cow-boy d'un astronaute,
mais plus subtilement ce qui distingue un bon d'un mauvais astronaute, c'est-à-dire celui qui pense qu'il pourra subvenir à ses besoins pendant tout le voyage et celui qui le fera réellement. Plus concrètement, il s'agit d'évaluer la circularité au regard des impacts environnementaux d'une part, mais surtout au regard des reports de consommation que l'on sait percevoir avec les capteurs actuels. En fait, plus largement, il s'agit de rassembler les bons capteurs et de les agencer d'une certaine manière, de sorte à former un tableau de bord de l'économie circulaire, pour qu'il nous guide, nous les astronautes que nous voudrions devenir, vers une conquête de Mars plutôt qu'une conquête de l'Ouest. Merci. Merci beaucoup, Geoffrey. J'accueillerai notre 4e candidat à ma thèse en 180 secondes, M. David Brassard du département de génie chimique. Ses directeurs de recherche sont Jason Tavares et Martine Dubé à l'ETS. Et le titre de sa présentation est « Dissipation de la chaleur dans un nanocomposite conducteur ». Qui ici a déjà essayé de faire passer un courant électrique dans un plastique? Bon, j'avoue, je triche, c'est une partie importante de mon projet. En fait, quand on considère les plastiques, normalement, on les considère comme des isolants. Si vous avez juste à penser comme exemple aux gaines des fils électriques. Par contre, dans le cadre de mon doctorat, moi, je produis des plastiques qui conduisent l'électricité. J'utilise des nanotubes de carbone, donc c'est des petits tubes qui sont composés d'atomes de carbone qui sont invisibles à l'œil nu ou même, en fait, qui sont invisibles au microscope optique. En les mélangeant dans mon plastique, j'obtiens, enfin, je j'épargne tous les détails de la méthode pour les mélanger. J'obtiens des réseaux conducteurs de nanotubes dans mon plastique, donc qui devient conducteur. Autrement dit, j'obtiens un plastique qui peut conduire l'électricité que je peux utiliser comme élément chauffant en faisant passer l'électricité dedans. C'est par exemple, on appelle ça, quand on a un réseau qui se forme, on appelle ça de la percolation. La percolation, c'est un peu comme le réseau qui se forme dans votre café quand vous faites couler un café au travers de grains moulus. Donc, c'est ça, j'ai un élément chauffant et globalement, j'arrive à produire de la chaleur. Mais le fait de savoir comment globalement ça se produit, ça ne règle pas mon problème. Moi, j'ai besoin de savoir, par exemple, comment l'électricité conduit au niveau du réseau des nanotubes. Est-ce que, par exemple, j'ai la création d'arcs électriques qui viennent endommager mon plastique? Par exemple, si entre deux nanotubes, j'ai un arc, je vais former des millions de petits trous dans mon plastique qui vont venir l'affaiblir, qui vont venir le rendre plus fragile et qui vont l'endommager. Moi, c'est ce que je veux éviter à tout prix. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé des simulations pour représenter le courant qui circulait dans mon nanocomposite. Je regardais comment le courant passait dans un réseau de nanotubes, comment la chaleur était générée. J'ai considéré 3 cas. Est-ce que le courant qui circule dans un nanotube isolé, le courant qui circule dans 2 nanotubes qui se touchent ou le courant qui passe dans une pellicule plastique entre 2 nanotubes pour sauter d'un à l'autre. Heureusement, dans mes simulations, en fait, ce que j'ai obtenu, c'est que la chaleur se dissipe uniformément. Je ne voulais pas avoir de concentration de chaleur, même si on pense que le plastique pourrait être un isolant, on pourrait penser qu'il y aurait une concentration de chaleur au niveau des nanotubes. Ce n'est pas ce que j'ai obtenu. Également, heureusement, il n'y a pas de formation d'arc électrique puisque l'électricité passe avant tout dans le réseau percolé où les nanotubes sont en contact entre eux. Donc, autrement dit, j'ai pu démontrer que mon nanocomposite est durable et qui va être utilisable. Donc, on peut regarder au niveau des applications. Par exemple, un film chauffant qu'on pourrait appliquer sur une pale d'éolienne, sur une voiture ou sur une aile d'avion, qu'on pourrait tout simplement appliquer un courant électrique pour dégivrer les surfaces. Donc, merci de votre attention. Ça, c'est arrivé pile sur la cloche. Excellent. Alors, on passe à notre 5e candidat pour ma thèse en 180 secondes, version française. Il s'agit de M. Mohamed Khalil. Le titre de sa thèse, de sa présentation, est « Recyclage des déchets électroniques pour valoriser les métaux précieux et produire des produits à valeur ajoutée ».
Ses directeurs sont le professeur Jamal Chaouki et Jean-François Harvey, et il est de génie chimique. Quand j'étais plus jeune, j'ai entendu l'histoire des anciens alchimistes qui ont rêvé toujours de transformer des choses qui n'ont pas de valeur en or. Moi aussi, j'avais le même rêve, mais pour les déchets, et spécifiquement les déchets électroniques. Les déchets électroniques, comme les cellulaires, sont partout. Le monde a généré l'année dernière plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques, qui est équivalent à 1000 bateaux Titanic. Les déchets électroniques sont composés de deux éléments, ce sont les métaux et les plastiques. Les métaux, et surtout les métaux précieux comme l'or, existent avec de hautes concentrations, plus de 300 fois de plus que les minerais. Mais afin de les extraire, on doit les séparer à partir des plastiques qui sont toujours contaminés avec des substances chimiques qui s'appellent les retardateurs de flamme bromées. Ces retardateurs, ils émettent des émissions toxiques quand ils sont décomposés par la chaleur. C'est pour cela que plus de 90% des déchets électroniques du Canada sont envoyés à d'autres pays qui les enfouissent ou les brûlent sans précaution pour récupérer les métaux précieux. Tandis que les 10% qui restent sont recyclés à l'aide de deux technologies. Ce sont les fonderies ou la séparation mécanique, où on sépare les métaux à partir des plastiques contaminés. Et ici intervient mon projet pour développer un procédé novateur pour recycler les déchets électroniques avec 100% valorisation, soit les métaux et les plastiques contaminés, avec 0% émission ou des pertes de métaux précieux. Au cours de ce procédé, j'utilise des ondes électromagnétiques pour chauffer les plastiques, similairement comme on chauffe les pizzas à la maison le matin. Les pizzas, ils sont chauffés rapidement et ça ne consomme pas beaucoup d'énergie parce qu'on chauffe sélectivement les pizzas. Tandis que pour les plastiques, on les décompose en 3 produits. Ces produits-là sont le carbone, le gaz et l'huile, qu'on peut les utiliser comme combustible. Et afin d'éviter que ces produits-là soient contaminés, j'ai réussi à développer un additif chimique qui est capable de capter les émissions toxiques au cours de ce procédé, comme le montre la figure 5 ou la figure 4. Tandis que pour les métaux, j'ai réussi à développer un procédé d'extraction sélective qui était capable de valoriser les métaux de base, comme le cuivre, et les métaux précieux, comme l'or, comme c'est montré dans la figure 6. Basé sur cette technologie aussi, et afin de contribuer à rendre le monde plus vert, j'ai fondé mon entreprise Pyrocycle, finaliste de 4 concours entrepreneuriaux pour recycler les déchets électroniques. En terminant, je souhaite que la prochaine fois quand vous entendez le mot déchets électroniques, ou quand même vous êtes en train de jeter vos anciens appareils électroniques, que vous rappelez le jeune alchimiste Napoli, qui a réussi à transformer les déchets en or. Merci. Merci, Mohamed. Notre prochain présentateur est M. Jean-Michel Touchny. Son directeur de recherche est François Bertrand. Sa spécialité est le génie chimique. Et le titre de sa présentation, « Filtrer pour mieux respirer ». C'est toujours très apprécié. C'est parti. On estime que... Est-ce que je peux prendre l'image? On estime qu'il y a 10 000 personnes par jour dans le monde qui meurent en raison des particules fines dans l'air, qu'on appelle aussi aérosols. Donc, vous pouvez voir ici un exemple du smog sur le pont Jean-Cartier. Normalement, ces particules-là, on les capture grâce à des filtres, dont vous voyez 2 exemples ici, les masques faciaux et les systèmes de ventilation. La performance de ces filtres-là peuvent être déterminés avec 2 caractéristiques, la résistance à l'écoulement des filtres et l'efficacité de capture ou le ratio des particules qui sont capturées par le filtre. On cherche toujours à diminuer la résistance à l'écoulement des filtres. Par exemple, pour un masque facial, il deviendrait plus facile de respirer au travers. Pour un système de ventilation, on pourrait utiliser des ventilateurs plus petits, plus compacts, moins chers. Mon projet de doctorat, c'est d'étudier l'incorporation de nanofibres dans les filtres dans le but d'en améliorer la performance. Parce que les nanofibres
toute proportion gardée, améliore la performance des filtres. Ces nanofibres-là sont d'une taille inférieure à 1 micron et on les dépose en couches sur des fibres plus grosses dans le but de faire des filtres qui sont plus robustes. L'air a tendance à plus glisser sur les nanofibres que sur les fibres plus grosses, ce qui en améliore la performance de ces filtres-là. Mais ces nanofibres-là sont assez chères. Donc, on cherche à en minimiser la proportion. Si on comprenait bien l'influence des nanofibres sur la performance des filtres, on serait capable d'en minimiser la quantité. Donc, ma méthodologie, c'est la simulation numérique. Grâce à la simulation numérique, on est capable de séparer chacun des paramètres de mon filtre. Par exemple, la porosité, le mélange, la grandeur des fibres et leur proportion. Donc, mais les nanofibres, les écoulements à l'échelle nanométrique ont la particularité dans le fond, de ne pas se comporter comme un fluide continu, ce qui en complique la modélisation. Donc, pour mon doctorat, je dois être capable de modéliser les écoulements autour des nanofibres. Et je dois développer un programme qui va être capable de modéliser les écoulements autour des nanofibres, et ce programme-là devrait être validé. Une fois que j'aurai ce programme-là, je vais être capable d'optimiser la performance des filtres et d'en optimiser la composition. Je dois terminer en paraphrasant Churchill. On mettra ces filtres sur les cheminées, on les mettra sur nos visages et on les mettra sur nos fenêtres, et ensemble, on pourra enfin respirer dans un monde librement. Merci beaucoup, Jean-Michel. Notre dernière participante pour la section. Oh! J'avais lu Labelle avant. Alexandre Labelle, notre dernier participant. Toutes mes excuses. Monsieur Labelle. Qui est de génie industriel. Le directeur de sa thèse est monsieur Jean-Marc Fréret. Et le titre de sa présentation, Modèle de comportement du consommateur pour l'ACV de produits en fin de vie. Bonjour. Comme la plupart des autres personnes, je vais commencer par vous poser une question. À main levée, qui d'entre vous a déjà vu le film Tron ou La Matrice? Bon, c'est beaucoup. Dans les 165 secondes qui restent, je vais vous expliquer comment des univers virtuels, comme dans les deux films que j'ai mentionnés, peuvent nous aider à minimiser les impacts environnementaux de nos produits en fin de vie et maximiser leur utilité. Mettons qu'on prend par exemple les bouteilles de vin. À main levée, qui ici boit du vin? Bien. Donc, désolé pour les autres, mais ceux qui ont levé la main, dans l'image de gauche, c'est vous au centre. Donc, vous achetez au magasin, vous buvez votre vin, puis une fois que vous l'avez bu, vous avez une bouteille vide, vous devez faire un choix. Vous pouvez soit l'acheter aux poubelles, la recycler, ou la consigner, la retourner. Oui, mais monsieur, on n'a pas de consigne au Québec sur les bouteilles de vin. Oui, c'est exact. C'est justement pourquoi ça nous intéresse et pourquoi on a créé un univers virtuel dans lequel tous les petits points que vous voyez, les petits points noirs, ce sont vous, les personnes qui consomment des bouteilles de vin. Et ces personnes-là, c'est des entités logicielles. Ces entités-là ont des opinions. Tout comme vous, ils sont uniques, ils font des choix. Ils ont aussi des incertitudes. Et ils ont un réseau de contacts qui est représenté par les lignes ici. Donc, ces réseaux de contacts-là permettent à des entités d'interagir comme vous, puis de s'influencer mutuellement. Ensuite, on a le point rouge. Le point rouge, c'est un point de dépôt. Comme si on veut établir un système de consigne, il faudrait avoir des points de dépôt. Puis, ce qu'on a réussi à bien implémenter dans le modèle, c'est que tous les agents qui sont à l'extérieur, plus on s'éloigne, moins ils vont être enclins à aller reporter leur bouteille en fonction de s'ils possèdent une voiture ou non. Et puis, actuellement, voici où le modèle en est. La prochaine étape serait d'ajouter l'impact des médias et ensuite ajouter un module de calcul d'impact de cycle de vie. Puis, à la fin, ultimement, de mon projet de doctorat, on va être capable de
tester dans l'univers virtuel plusieurs scénarios allant de différents montants de consignes ou des communautés dans un milieu urbain où il y a moins de voitures, où ils sont plus proches des centres dépôts, ou des milieux qui sont plus ruraux, où il y a plus de voitures et on se trouve plus loin des centres de dépôt. Et on serait capable de comparer l'efficacité d'implanter un système de consigne et de voir les impacts environnementaux qui sont associés à cette implémentation de tel système. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation qui était la dernière de la section en français. Cette année, nous n'avons que 2 participants en anglais. Alors, madame, monsieur, félicitations, vous êtes riches. Donc, c'est un encouragement pour les années à venir aux anglophones qui se sentent très bien à l'aise de participer au concours pour représenter Polytechnique dans les futurs concours. Je vais donner quelques, peut-être encore. Ça va, jury? Vous avez fait le tour? Oui? Travaille fort, on écrit encore. On a donc 2 participants. La première, ici, est Mme Sampada Bodke, qui est de génie mécanique. And perhaps I should switch to English for this section too. So this is Mrs. Sampada Bodke, and she's from mechanical engineering. Her thesis advisors are Daniel Thériault and Frédéric Gosselin, and her presentation title would be Piezoelectric Thread for Energy-Efficient Smart Textiles. Good afternoon, everyone. Wearable technologies are a useful tool in helping the patients with disabilities and sports persons. And these wearable technologies have sensors which are used to measure the movements and the breathing characteristics of the patients and the sports persons. But unfortunately, the present-day wearable technologies work because of metallic threads, which need to be powered by batteries, and in turn, these batteries need to be recharged from time to time and then replaced. So the problem was to find a material that is self-powered so that we don't have to use these batteries. So we came up with a piezoelectric material to be used for wearable sensors. And the advantage here is that when the piezoelectric sensor is deformed, it generates charges by itself, and hence it's self-powering. So, but now that we don't have the metallic contacts, it was necessary to find a way to have metal on these very thin sensors, which are like thread, and to make contacts on these was like the biggest challenge. So one morning when I was brushing my teeth and I looked at my toothpaste, which comes in different colors, and it just dawned upon me that I could use this same principle to extrude my piezoelectric material with something metallic, like say silver, and which would form my positive and negative electrode. So I did the same thing. I extruded my material with silver, and I formed a piezoelectric thread, which you can see, for example, was woven onto a knee band, which you could just buy at Walmart. And here on the right, you see it's the voltage or the output when the person is walking. Each peak here corresponds to the step that the person is taking. So this kind of sensor can be used to measure the knee movements, like in this case. And if you could use the same thread in, like, say, your T-shirt, which is like very tight hugging, and you could determine and monitor your breathing characteristics. So it's a very simple approach which takes us to a world which is battery-free. So thank you. Thank you very much, Sampada.
Our next speaker, you will recognize him, Mr. Mohamed Khalil, is actually, that's a very interesting experiment for us viewers, as we'll have the same topic, but in 2 languages, and so maybe with different type of presentation. And so just as a reminder, he's from chemical engineering. His advisors are Jamal Chaouki and Jean-François Harvey, and his thesis title is E-Waste Recycling for Precious Metals Recovery and Production of Value-Added Products. And we'll see if it's true that you can actually fit in more words in English in a given amount of time than in French, or actually the opposite, but anyway. Okay. Is it better to be rich or to be the savior of our planet? When I started my PhD, I decided to ask for both, and that by recycling the electronic waste. The e-waste are everywhere. The world has generated last year over 50 million tons of e-waste, and it is expected to increase to 70 million tons in the next few years due to the need of high technology. The e-waste are mainly consist of 2 main components. They are the metals and the plastics. The metals, and more specifically the precious metals like gold, exist with very high concentration, over 300 times than the ores. But we have a problem. In order to extract these metals, we have to separate it from the plastics, which are usually contaminated with a chemical substance called the brominated flame retardant. These retardants are mixed with all the plastics of your electronic equipment to make them less flammable, and that emit toxic emissions when they are decomposed. That's why 90% of the e-waste of Canada are sent to other countries where they landfill it or they burn it without any precautions to recover the precious metal. And the 10% remaining are recovered here or recycled here with 2 technologies. They are the smelters or the mechanical separation, where we separate the metals from the contaminated plastics. And here is come my project, to develop a new process to recycle the electronic waste, whether the metals and also the plastics, without any toxic emissions, need for landfill, or loss of precious metal. In this process, we are able to, using the electromagnetic waves, to break down the plastics, similarly like when you are heating your pizza at home. Using the microwave, it's very fast and doesn't consume a lot of energy. So in the same time, when we are breaking the plastics, we have 3 main products. They are the oil, the gas, and the carbon that we could be used as fuels. And in order to prevent this product being contaminated, I developed a new chemical additive that was able to capture all these emissions during this process, as shown in figure 6. Regarding the metals, I was able to also develop a new process to extract the main base metals, like the copper, and also the precious metal, like gold, as shown in figure 6. Finally, and only by recycling the electronic waste developed here or covered here in Quebec last year, we can make a lot of money, as shown in this figure. And by recycling the electronic waste all around the world using this technology, we can recover more precious metals while saving our planet. Thank you. So we'll give the jury in a few seconds. In the meantime, thanks very much. Let's give a big round of applause, une main d'applaudissement pour nos participants dans les 2 langues. Pour vos efforts, votre travail de préparation. Alors, c'est facile de sous-estimer la quantité de travail nécessaire pour arriver à produire une présentation concise et efficace de 3 minutes. J'aimerais aussi vous rappeler de ne pas oublier de laisser vos bulletins de vote à la sortie si vous avez à quitter dès maintenant, donc pour qu'on puisse compiler les gagnants des prix du jury. Et ensuite, j'aimerais aussi vous annoncer que vous êtes tous invités, chers membres du public, chers participants, à vous rendre à la Galerie Roland où café et viennoiserie seront servis pendant la délibération des juges qui dure typiquement de 2 à 3 jours, je pense. Non, en fait, ça devrait être assez rapide, donc peut-être une vingtaine de minutes. J'aimerais aussi remercier ceux qui nous ont suivis en direct sur Facebook Live. Alors, c'est une première. Merci d'être parmi nous. Thank you for being with us on Facebook Live. On vous remercie donc d'avoir participé. Surveillez la page Facebook de Polytechnique pour les résultats du concours et ce, d'ici quelques heures, ça devrait être affiché. Merci.
Et on se voit à la Galerie Roland.